Bien, bonsoir à toutes et tous. Donc, j'ouvre officiellement la séance du Conseil municipal du lundi 3 mars. On va commencer par énumérer les absents et les pouvoirs. Donc, nous avons Madame Pinard qui est absente et qui a donné son pouvoir à Monsieur Leroy. Madame Séché, absente, le pouvoir est à Madame Le Thor. Monsieur Delaunay est absent et normalement le pouvoir est à Madame Pierre. On espère qu'elle va arriver. Monsieur Klutchnikov absent, le pouvoir est à Monsieur Hervé. Monsieur Joly absent, le pouvoir à Monsieur Kermarek. Monsieur Michel absent, pouvoir à Madame Horry. Monsieur Salle absent, pouvoir à Monsieur Lafont. Madame Gaucher absente, pouvoir à Madame Chevalier. Et Madame Pétel est absente, le pouvoir à Monsieur Boutin. Et enfin Monsieur Roulet absent, le pouvoir est à Monsieur Houssin. Donc on attend M. Deguerry, M. Athanas qui doivent normalement venir, je suppose. Pardon ? Un autre pouvoir. Moi je ne l'ai pas sur ma liste. Ouais, Vincent Saunier pour Mme Le Russard. Bon, on va le noter. Il faudra quand même nous envoyer, enfin ça a peut-être été fait, envoyer un mail au moins, ouais, de la part de M. Saunier. S'il peut envoyer un mail à Mme Rouillet à ce moment-là pour officialiser son absence. Ah. Les trains annulés, donc pour ceux qui travaillent à Rennes, je pense à d'accord. C'est possible qu'elle ait... Ah ben la voilà. La voilà, elle a réussi à passer à travers les trains. Bonsoir Gaël. Bien, alors il vous est proposé de nommer Marion Chevalier comme secrétaire de séance, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Et avant de démarrer le conseil municipal proprement dit, j'ai une déclaration à faire au sujet de la situation avec l'Ukraine. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, vendredi 28 février, l'échange houleux entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump a stupéfié le monde entier. Au-delà des dangers encourus par le peuple ukrainien du fait de cette crispation diplomatique, ce nouvel état des relations internationales inquiète les populations et doit mobiliser les élus de tous bords. Bien sûr, face à l'agression russe, la menace de retrait de soutien militaire des USA à l'Ukraine rend notre soutien à l'Ukraine plus que jamais impératif. Il est inquiétant de voir qu'en parallèle, ces menaces de la présidence des États-Unis se doublent d'attaques envers nombre de principes fondamentaux de nos vieilles démocraties européennes. L'égalité homme-femme est mise en cause, les minorités raciales ou transgenres sont stigmatisées, des structures publiques sont démantelées ou mises à l'index, le rôle même de l'État garant des libertés publiques est mis en cause. En Europe même, des leaders populistes fascisants agissent ou se déclarent dans la même voie et sapent les fondements de nos démocraties. Dans ce contexte, il revient aux démocraties européennes et à l'Europe d'affirmer sa solidarité avec l'Ukraine, comme la défense de nos principes démocratiques fondamentaux. Nous appelons à une position claire de l'Europe sur la défense de l'intégrité du territoire ukrainien. Toutefois, les déclarations des gouvernements démocratiques ne peuvent suffire. À l'heure où les régimes bellicistes menacent la paix du monde, où l'influence des idéologies d'extrême droite se banalise, il revient aux élus que nous sommes de défendre et partager ces principes de non-agression, de partage et d'égalité. Symbole de la défense de ces principes, la défense des droits des femmes est au centre de ce combat. Nous appelons tous les citoyens à participer aux initiatives de ce samedi 8 mars pour la défense des droits des femmes et pour l'égalité. Contre tous les totalitarismes, contre toutes les oppressions, la démocratie doit être défendue dans toutes ses composantes. Nous appelons nos députés européens à défendre notre modèle de démocratie et à prendre les mesures adéquates. Je vous remercie. Alors, les membres du conseil municipal ont été destinataires du dernier procès-verbal, celui du 27 janvier 2025. Est-ce qu'il y avait des remarques par rapport à ce compte-rendu ? Pas de remarques. Donc, nous adoptons ce compte-rendu. Bien, nous allons maintenant procéder à l'ordre du jour. Donc, la première délibération concerne
concerne la désignation du président de séance pour l'approbation des comptes financiers uniques de 2024. Et je vous propose la candidature de Monsieur Leroy en tant que président de séance pour la présentation des comptes. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc Monsieur Leroy est désigné président de séance. Merci Monsieur le maire. Donc on va pouvoir continuer avec la délibération numéro 2 sur l'approbation des CFU, donc délibération 2 et 3 que je vous propose de faire comme l'année dernière, c'est-à-dire à suivre pour le budget principal et les budgets annexes. Donc si vous ne voyez pas d'inconvénient, c'est parti. Donc voilà, donc l'article 242 de la loi de finances 2019 modifié par l'article 137 de la loi de finances 2021 a ouvert la possibilité d'expérimenter le compte financier unique qui se substitue au compte administratif et au compte de gestion par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces documents. Donc on a adopté ce compte financier unique dès l'année dernière. Il est soumis aux mêmes dispositions qui s'appliquaient au compte administratif. Il rend compte annuellement des opérations budgétaires exécutées. Et vous avez reçu à ce titre les maquettes et les notes synthétiques avant ce conseil. Donc cette présentation sera donc un résumé de ces documents. Donc la vue qui vous est proposée ici, donc cette vue représente une synthèse du niveau de réalisation de la section de fonctionnement du CFU 2024 du budget principal au regard du budget primitif construit, donc c'est la colonne de gauche. Nous avons réalisé 89% du prévisionnel de dépenses et 104% du prévisionnel de recettes. Le total des recettes de l'année s'élève à 23 901 986,50 € et le total des dépenses à 20 403 160,95 €, ce qui fait en résultat de clôture en fonctionnement un excédent de 3 498 825,55 €. Donc dans le détail, les recettes réelles de fonctionnement 2024 représentent un volume de 23 896 235,50 €, principalement composé de la fiscalité locale pour 15 178 238,15 €, soit 64% des recettes totales. Les taxes foncières et d'habitation sur les résidences secondaires sont en augmentation suite à la décision d'augmenter le taux de 3,5 points l'année dernière et de la majoration de la taxe sur les résidences secondaires de 60%. Et enfin de la revalorisation des bases fiscales à hauteur de 3,9%. Elle représente ces taxes 13,8 millions d'euros, soit 1,7 million de plus qu'en 2023. Les droits de mutation continuent à diminuer. Par contre, en raison du ralentissement du marché immobilier, elles ont été de 776 000 €, soit 168 000 € de moins que l'année précédente. Et enfin, la taxe sur l'électricité pour 126 000 € et les droits de place des marchés sont les dernières recettes qui composent ce chapitre. Les dotations et participations sont supérieures de 200 000 € par rapport à la prévision et sont réparties en 2,5 millions d'euros pour la DGF, soit 130 000 € de plus. Différentes subventions de la CAF, département, région et Rennes Métropole pour 792 000 €. Ce qui représente 25 000 € de plus que prévu. Et enfin, les dotations et compensations de l'État pour 309 000 €, soit une augmentation de 43 000 €. Les produits de service ont été perçus à hauteur de 1,9 million, 164 000 € de plus que la prévision. Ce sont notamment les recettes de l'ALSH qui sont supérieures de 60 000 € à la prévision. Les autres recettes se composent des impôts et taxes, donc la DSC, l'AFPIC et le FNGIR pour 2,2 millions d'euros, des produits de gestion courant pour 332 000 €, donc ce sont les loyers et le solde de l'excédent de Verbuisson, des produits financiers pour 347 696 €, donc c'est le fonds de soutien pour la sortie de l'emprunt toxique donc qui est là tous les ans, des atténuations de charges pour 220 000 € et des produits exceptionnels pour 27 000 €. Ce sont les cessions et remboursements des trop versés. Du côté des dépenses réelles de fonctionnement, elles représentent donc 20 403 160,95 € répartis en charges de personnel qui représentent 57% des dépenses réelles pour un total de 10 546 407 €. En augmentation de 5,13% par rapport à 2023.
La masse salariale progresse mécaniquement sous l'effet du glissement vieillesse technicité, donc le GVT, et des avancements de grade et des promotions internes. De plus, cette évolution reflète la volonté de l'équipe municipale de renforcer le pouvoir d'achat des agents avec une revalorisation des régimes indemnitaires et le versement de la prime inflation à hauteur de 230 000 €. Si certains recrutements planifiés n'ont pas été réalisés, comme pour l'accueil des enfants de la LSH, de nouveaux postes ont été créés et en cours d'année, notamment un assistant administratif et des techniciens en bâtiment et espaces verts pour la gestion de Carlin. Au niveau des charges à caractère général, donc elles regroupent les achats et prestations servant au fonctionnement des services municipaux, donc les fluides, les fournitures, prestations, interventions d'entreprise pour la maintenance et l'entretien. Elles représentent 25% des dépenses réelles de fonctionnement en 2024 pour un total de 4 635 960 € 40 centimes. En 2024, un ralentissement de l'inflation est perceptible avec une hausse limitée à 2,7% par rapport à 2023. Les dépenses énergétiques restent élevées à 952 000 €, soit 400 000 € de plus qu'avant la crise énergétique, mais en diminution de 80 000 € par rapport à 2023. Pour les autres dépenses à caractère général, les principales évolutions concernent l'informatique avec la transition vers Office 365 et les migrations des serveurs associés, le budget communication renforcé par la distribution du Brumac dans toutes les boîtes aux lettres, et les directions infrastructures, espaces publics et vie associative avec l'acquisition des équipements de Carlin réalisés en juillet 2024. Les charges de gestion courante affichent un réalisé de 3 86 163 €. Ce chapitre regroupe les subventions aux associations et syndicats, les indemnités des élus, ainsi que les droits d'accès au logiciel. La participation aux syndicats de piscine a notamment été plus importante que prévu. Par ailleurs, un versement de 175 000 € au BP de l'Éperon, non prévu lui non plus, a été réalisé pour la cession à titre gratuit des terrains du SDIS. Et enfin, les autres dépenses, charges financières, charges exceptionnelles, dotations, provisions et atténuation de produits ont été réalisées à hauteur de 215 000 €. Au niveau investissement, donc cette vue représente une synthèse au niveau des réalisations de la section d'investissement du CFU. D'un point de vue global, le niveau de réalisation de la section d'investissement est de 47,2% du BP pour les dépenses d'investissement et 50,91% avec le report, et de 85,31% du BP pour les recettes d'investissement et 86,08% avec les reports. Le total des recettes d'investissement de l'exercice atteint 11 128 865,13 € et le total des dépenses d'investissement de l'exercice 6 162 513,95 €, soit un solde d'exécution de la section d'investissement de 4 966 351,18 €, auquel il convient d'ajouter le réalisé de 2023, qui était un déficit de 729 573,18 €. Le résultat global de l'investissement 2024 ressort donc avec un excédent de 4 236 778 € et les restes à réaliser en dépenses d'investissement sont de 484 272,22 € et en recettes 99 674 €. En 2024, les dépenses d'équipement ont été de 3 197 886,89 €. Les restes à réaliser sont de 484 272,22 €. Les dépenses d'équipement sont réparties dans les différents chapitres. Donc, au niveau des immobilisations corporelles, donc c'est les petits travaux d'aménagement et d'entretien du patrimoine ainsi que les acquisitions de matériel divers pour un réalisé de 1,3 million €. Les plus importants chantiers de l'année ont concerné la végétalisation de la ville et des cimetières, la rénovation des vestiaires de foot, l'entretien et la maintenance du patrimoine bâti, l'acquisition de véhicules et l'achat des équipements sportifs de Carlin. L'opération d'équipement du groupe scolaire pour 1 94 976 € de dépenses, donc ça concerne la rémunération de l'AMO et l'architecte pour le lancement de marché des travaux. Au niveau des immobilisations incorporelles, donc, qui regroupent les frais d'études et les logiciels licences, donc, on est à hauteur de 350 000 €. Les études préopérationnelles pour la création de la ZAC multisite réalisée par la SPL Territoire représentent la plus grosse dépense de ce chapitre. Les travaux en cours concernent les constructions et aménagements importants. En 2024, on retrouve la fin de certains travaux, donc le bardage du Grand Logis, la végétalisation des cours de Champ-l'Évêque, et des nouveaux projets tels que la rénovation de la chaufferie Grand Logis ou la rénovation de la toiture Jacques Prévert.
L'opération d'équipement de rénovation de l'hôtel de ville a été réalisée pour 80 445 € en 2024. Donc ça concerne la mission de maîtrise d'œuvre pour le lancement des marchés de travaux. Et les autres dépenses d'investissement, 37 000 € pour la dernière participation au capital de l'AFL, 18 000 € de subvention d'équipement. Et Rennes Métropole a envoyé l'appel de fonds pour le versement du solde de fonds de concours pour les travaux de la place du Docteur Joly. Donc les restes à réaliser, donc je l'ai dit, 484 000 € environ, qui sont l'acquisition de matériel divers, des travaux de végétalisation, la rénovation des chaufferies, la maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de la plaine et des travaux sur l'école Champ-l'Évêque, principalement. Au niveau des recettes d'investissement, donc réalisées à hauteur de 11 128 865 € 13, soit 85,31% du prévisionnel, elles se composent des dotations, fonds divers et réserves à hauteur de 7 868 614 € 46, décomposées en 7,5 millions d'excédents de fonctionnement capitalisés. Donc c'est l'affectation du résultat de l'année 2024 à la section d'investissement pour financer les investissements, et de 336 000 € de FCTVA. Au chapitre 13, on retrouve les subventions d'investissement réalisées à hauteur de 158 670 € pour un budget prévisionnel de 158 044. Et ça concerne principalement les subventions donc reçues par l'ADEME pour la chaufferie du Verbuisson, donc un peu plus de 80 000 €, 42 000 € de solde de la subvention agence pour l'eau et pour la cour de Champ-l'Évêque. 21 000 € de la région pour la sonorisation du Grand Logis et 15 000 € de Rennes Métropole pour la végétalisation du cimetière. Les restes à réaliser, donc d'un montant de près de 100 000 € concernent le Moulin du Bouel pour près de 80 000 € et le solde de la chaufferie par l'ADEME, 20 000 €. Le chapitre 16 concerne juste un remboursement du dépôt de garantie. Le chapitre 24 concerne une inscription budgétaire. La réalisation se trouve dans un autre chapitre, en l'occurrence le 775. Et donc après, on arrive au slide du vote. Donc on va le passer. Je vais passer directement au budget annexe restauration pour commencer. Donc, concernant ce budget, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 169 173,21 € au total, soit 91% de réalisation. La facturation des familles est en hausse avec 746 000 € de recettes, donc 12 000 € de prévus et 12 000 € de plus que la prévision et 25 000 € de plus qu'en 2023. Expliqué par le fait qu'il y ait eu moins de fermetures en raison de grève en 2024 et des repas supérieurs au niveau de la LSH. Les dépenses de fonctionnement sont de 1 094 037,08 €, soit au total, soit un taux de réalisation de 85,13%. Le chapitre 11, charges à caractère général, est consommé à hauteur de 629 000 €, soit 50 000 € de moins qu'en 2023. Donc là, c'est la même raison, les fluides ont commencé à diminuer et les dépenses d'alimentation sont moindres que prévues. En dépenses d'investissement, donc on a une somme de 4 240,25 € pour du matériel de cuisine, pas de reste à réaliser. Et en recettes de fonctionnement, il n'y a que les dotations aux amortissements, donc pour 25 832,93 €. Et enfin, le budget annexe de l'Éperon. Donc pour rappel, le budget annexe de l'Éperon, c'est un budget soumis à TVA avec une comptabilité de stock. Donc toutes les écritures réelles sont réalisées en section de fonctionnement. En 2024, aucune vente n'a été réalisée, mais le budget de la ville a compensé la cession à titre gratuit des terrains du SDIS via une subvention de 175 766 €. On a parlé dans un précédent conseil. En dépenses, il y a eu seulement des frais relatifs au contentieux avec KLC. Et la section d'investissement comptabilise seulement des écritures d'ordre. C'en est tout pour les comptes financiers uniques des 3 budgets que nous comptons. Est-ce qu'il y a des questions ?
Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Donc, concernant le budget principal, qui vote contre? Qui s'abstient? Pour le budget restauration, il y a des questions peut-être? Non? Pour le budget restauration, qui vote contre? Qui s'abstient? Et enfin, le budget de l'éperon, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Ouais, on peut rappeler Philippe. Bien, merci. Je reprends donc la présidence du conseil municipal. Donc nous passons maintenant à l'affectation des résultats 2024. Monsieur Leroy. C'est ça, donc vous l'avez vu, hein, donc, comme annoncé, on a une affectation donc, en section de fonctionnement de 3 498 825,55 € et un solde d'exécution en investissement de 4 236 778 €, tout juste. Je vous demanderai de bien vouloir procéder aux affectations des résultats donc, que je viens de citer pour l'excédent de fonctionnement en recettes d'investissement et reporter en 0,1 les recettes d'investissement totales. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. La prochaine délibération concerne la révision et la modification des autorisations de programme et crédits de paiement. Pardon. Monsieur Leroy. Oui, exact. Donc ça, c'est une délibération donc, on doit passer tous les ans en fonction des avancées des travaux sur les deux gros chantiers qui nous concernent, à savoir le 4e groupe scolaire et la rénovation de l'hôtel de ville. Donc, au niveau du 4e groupe scolaire, on a dépensé jusqu'en 2024 1 323 901,70 € sur les 11 millions qui étaient prévus, soit une enveloppe résiduelle de 9 676 098,30 €. Et pour l'année prochaine, donc sur ces 9 millions restants, on vous propose d'engager 5 millions d'euros pour les travaux, ce qui nous donnerait un reste à partir de 2026 de 4 676 098,30 €. Et concernant l'hôtel de ville, donc on a eu, comme vous le savez, un marché qui a été retardé, mais qui a surtout été augmenté. Donc ça a fait l'objet d'une discussion pendant la commission MAPA. Donc le budget qui était initialement prévu de 1,4 million a été porté à 2 millions 100 lors de cette commission. Donc le réalisé jusqu'en 2024 est de 98 558,87 € pour une enveloppe résiduelle qui était initialement donc de 1 million, un peu plus d'1 300 000 €. Et donc il vous est proposé à partir d'aujourd'hui donc de passer en 2025 une enveloppe de 1 710 000 € pour un reste à réaliser donc après de 291 441,13 €. Pour info, sur la délibération que vous avez tous reçue, il y avait une petite coquille, c'était marqué 211 000 € à la place de 291 441 €. Donc je vous demanderai de bien vouloir décider les modifications et les révisions des autorisations de programme et crédits du paiement détaillés ci-dessus, devant vous, d'autoriser Monsieur le maire à engager les dépenses et procéder à la liquidation et au mandatement des dépenses correspondantes au crédit de paiement 2025 indiqués dans les tableaux, de dire que les crédits de paiement 2025 seront inscrits au BP et de préciser que les dépenses seront financées par les subventions FCTVA, emprunts et autofinancement. Merci, Monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération suivante, finance toujours, les sujets des budgets primitifs 2025. Monsieur Leroy. Oui. Donc, hop,
On reprend le même principe avec le budget primitif cette fois, donc qui s'inscrit dans le cycle budgétaire annuel, donc dans les 10 semaines suivant le rapport d'orientation budgétaire, donc qui a eu lieu le 27 janvier dernier, et le vote du compte financier unique de l'année écoulée aujourd'hui, donc le tout avant le 15 avril. Là encore, vous avez reçu les documents, maquettes et notes de synthèse avant le Conseil. Donc le budget 2025, 38,2 millions d'euros de dépenses programmées, donc qui répond aux exigences et aux objectifs de la municipalité, à savoir la retranscription des marqueurs et ambitions du projet politique, l'apport des réponses aux besoins de la population et le maintien des équilibres dans un contexte économique toujours incertain, vous le savez aussi bien que moi. La section de fonctionnement, c'est le slide suivant. Section de fonctionnement, donc s'équilibre à hauteur de 23,6 millions d'euros. Celle d'investissement, 14,6 millions d'euros. L'épargne dégagée en 2024 de 3,5 millions est utilisée donc pour investir cette année. Et afin de finaliser l'équilibre de la section d'investissement, un emprunt de 1,4 million sera contracté. Les recettes réelles. Slide suivant encore. Hop, merci. Les recettes réelles de fonctionnement 2025 représentent un volume de 23 558 662 euros, principalement composé de la fiscalité locale pour 15,2 millions, dont 13,9 millions viennent des taxes foncières et habitations sur les résidences secondaires, des produits de services pour 1,8 million, des dotations et participations pour 3,6 millions. Du côté des dépenses réelles de fonctionnement, elles représentent 20 148 586 euros, répartis en charges de personnel à hauteur de 11,3 millions, charges à caractère général pour 5,4 millions et charges de gestion courante à hauteur de 3,2 millions. Donc l'augmentation des dépenses réelles de BP à BP représente 1%. L'un des principaux postes des dépenses ces dernières années a été celui des fluides. La hausse des prix de l'énergie a fortement impacté les finances de la ville. Cependant, depuis 2024 et pour 2025, ces dépenses sont en diminution, même si elles restent encore au-dessus de leur niveau de 2020. Cette baisse permet de réduire de 1% les prévisions liées aux charges à caractère général. Et par ailleurs, la ville continue de répondre aux ambitions de son projet en intégrant de nouveaux équipements comme ceux de Carlan qui répondent aux besoins des habitants. Pas de création de postes en 2025, donc j'en avais déjà parlé au ROB. Les dépenses de personnel augmentent en tenant compte du GVT. En plus, le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2025, dans sa version initiale, prévoyait une hausse de 4 points de la cotisation employeur du CNRACL, soit un coût de 176 000 euros. Cette provision a été conservé au BP 2025 malgré la censure fin 2024. Finalement, le décret du 30 janvier 2025 prévoit une augmentation progressive de ce taux employeur CNRACL de 31,65% à 43,65% entre 2025 et 2028, soit 3 points par an sur 4 ans. Le soutien au tissu associatif est en augmentation, notamment auprès de l'école privée de la Providence. Les participations au CCAS, syndicat de la piscine de la Contrie et Musique Rive Sud, sont quant à elles en hausse de manière significative. Les recettes, de leur côté, augmentent de 3%, dont les principales sont les recettes fiscales revalorisées à plus 1,7%. Et pas 1,7 points, mais 1,7% par l'État. Dotation de l'État, les dotations de l'État restent stables, les prévisions des droits de mutation restent prudentes, on a noté 750 000 euros. La baisse de certaines recettes, notamment la fin de contrat de territoire, baisse de la dotation de solidarité communautaire et de la dotation de compensation de la taxe professionnelle. Et enfin, les recettes tarifaires sont par ailleurs plutôt dynamiques en hausse de 6%. Au niveau des dépenses d'équipement, en 2025 sont prévues donc à hauteur de 12,8 millions répartis en 15 000 euros de subventions d'équipement pour le projet culturel participatif, 503 000 euros de frais d'études pour les études préopérationnelles de la ZAC multisite et la réalisation du schéma directeur immobilier et énergétique, 1,7 million pour les
travaux de rénovation de l'hôtel de ville, j'en ai parlé tout à l'heure. 2,4 millions pour les acquisitions de matériel, terrain et les travaux d'entretien du patrimoine et d'aménagement. 3,1 millions d'euros pour les travaux de construction, tels que la toiture Jacques Prévert, aménagement de la plaine du Yann Fanch-Kemener par exemple. Et j'en ai parlé aussi, 5 millions d'euros pour le 4e groupe scolaire. Tous ces projets sont financés par les subventions FCTVA, autofinancement de la ville et recours donc à un nouvel emprunt. La slide suivante qui a été présentée lors du ROB décrit beaucoup de grands projets déjà lancés en 2024 vont se poursuivre. La construction du 4e groupe scolaire, rénovation énergétique de l'hôtel de ville, les travaux dans les équipements sportifs de Carlane, le réaménagement des cours d'école Verbuisson puis Jacques Prévert et la fin des études préopérationnelles de la ZAC Multisite. Mais cette fin de mandat verra aussi le lancement de nouveaux projets, le remplacement du foyer foot, l'élaboration du SDIE, le schéma de directeur immobilier et énergétique qui permettra de planifier les rénovations énergétiques des équipements municipaux, notamment dans le cadre du décret tertiaire. Le réaménagement de la plaine Yann Fanch-Kemener, vous avez vu l'article sur le journal, réalisé en concertation avec la population, l'installation d'ombrières photovoltaïques Place de Bretagne et la restructuration du Grand Logis. Voilà pour le budget principal. On va passer au budget restauration. Alors, on peut revenir à la slide précédente. Donc on va aussi voter en même temps les autorisations d'engagement de dépenses imprévues et d'autorisation de programme de dépenses imprévues à hauteur de 100 000 euros chacune, qui représente un maximum de 2% des dépenses réelles et 7,5% des dépenses par section. Hop. Alors, au niveau du budget restauration. Hop. Alors, en fonctionnement, les recettes de fonctionnement sont présentées à hauteur de 1 322 987 euros, décomposés en 637 700 euros 87 au chapitre 70 correspondant aux recettes réelles perçues au budget principal et reversées au budget annexe pour les repas scolaires à LSH adultes multi-accueil et goûter. Le prévisionnel repart des recettes de 2024 en tenant compte de la légère baisse des effectifs. On prévoit 440 000 euros au chapitre 75 de prise en charge du déficit par le budget principal et 146 286,13 euros de reprise de l'excédent de fonctionnement de l'année 2024. Les dépenses de fonctionnement sont équilibrées à ce même montant par des charges à caractère général pour 729 652 euros, soit 4,6% de moins que la prévision 2024 en raison de la baisse des fluides notamment et des efforts réalisés sur les achats alimentaires pour réduire les coûts. Les charges de personnel sont de 425 015 euros, en augmentation de 3,85% pour prendre en compte le GVT. Et 62 000 euros sont prévus au chapitre 65 pour le logiciel de gestion et le paiement de la TVA. En investissement, un budget est prévu à hauteur de 128 652 euros pour le renouvellement de la plonge et le remplacement du matériel de cuisine. Le tout s'équilibre avec la dotation aux amortissements de 30 000 euros, le virement de la section de fonctionnement de 76 334,85 euros et l'excédent de reporté de 22 317,15 euros. Et enfin, le budget de l'éperon. Pour terminer, donc en recette de fonctionnement, aucune recette n'est inscrite au budget 2025. Seuls les lots 11 et 15 sont encore disponibles. En dépenses de fonctionnement, les dépenses sont fléchées pour la viabilisation des terrains, données au SDIS pour la nouvelle caserne, et les autres écritures sont des écritures d'ordre de comptabilisation et d'écriture de stock. Voilà pour le PP. Merci, Monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette... Oui, Madame Leton. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus. Permettez-nous, dans un premier temps, de saluer le travail des services municipaux dans l'élaboration de ce budget, qui représente ce soir quand même 70 pages, sans compter tous les documents et tableaux présentés au préalable. L'engagement des services est indéniable et le travail réalisé est de qualité. Nous leur sommes donc reconnaissants et nous les remercions.
Dans le prolongement du débat sur les orientations budgétaires, nous ne pouvons qu'exprimer, bien sûr, notre profond désaccord sur vos choix politiques qui se traduisent aujourd'hui dans ce budget 2025. Aujourd'hui, tout le monde convient qu'il faut réduire le niveau des dépenses publiques. Dans un rapport d'ailleurs publié début février par la Cour des comptes, celle-ci appelle les collectivités locales à contribuer à l'effort national de maîtrise des dépenses publiques. Vous, et au travers de ce nouveau budget, vous persistez dans une logique d'augmentation continue des charges de fonctionnement, sans engagement réel en faveur d'une gestion plus efficiente des ressources communales. À première vue, les chiffres des budgets 2025 par rapport à ceux de 2025, par rapport au budget de 2024, que vous présentez, semblent indiquer une maîtrise relative des dépenses. En effet, total des dépenses réelles, plus 1%, total des charges à caractère général, moins 1%, et charges de personnel, plus 2%. Cependant, une lecture plus approfondie comparant les dépenses du réalisé 2024 par rapport au budget 2025 révèle une toute autre réalité. En effet, au niveau du total des dépenses réelles, plus 9%, c'est-à-dire plus 1 600 000 euros. Au niveau des charges à caractère général, plus 16%, soit plus 745 000 euros. Et au niveau des charges de personnel, plus 7,5%, soit plus 795 000 euros. Vous prétendez contenir les dépenses alors qu'en réalité, elles ne cessent d'augmenter. Dans le détail, certaines hausses sont particulièrement préoccupantes. Citons par exemple la participation municipale à la piscine de la Contrie, qui est passée d'environ 160 000 euros en début de mandat à 372 000 en 2025. La subvention au syndicat de musique, qui atteint 300 000 euros. Quant à la prise en charge du déficit de la restauration scolaire, elle représente 440 000 euros, un montant devenu déraisonnable, même si une réduction de 40 000 euros a été faite cette année. Où va-t-on s'arrêter ? D'autres décisions témoignent d'un manque d'anticipation et d'optimisation budgétaire. Vous sous-estimez volontairement les recettes des services municipaux en annonçant 1,83 million d'euros, alors que la ville a encaissé 1,89 million d'euros en 2024. Plutôt que d'optimiser ses ressources, vous choisissez la solution de faciliter en justifiant la hausse des impôts. Par ailleurs, les dépenses informatiques augmentent de 60 000 euros, alors que d'autres communes rationalisent leurs outils numériques. La ville engage des dépenses supplémentaires sans démontrer leur réelle valeur ajoutée. Et c'est là un point essentiel de votre gestion. Vous avez fait peser la charge sur les habitants pour compenser ces hausses incontrôlées. En 2024, vous avez déjà augmenté la taxe foncière de 12,6%, en plus des 6,5% dès le début de votre mandat, générant ainsi près de 4 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires depuis 2020. Pour 2025, vous continuez à vous appuyer sur une recette fiscale de 17,4 millions d'euros, tout en bénéficiant encore du solde d'un excédent de 4,2 millions d'euros issu d'une recette exceptionnelle de 4,8 millions d'euros liée à la dissolution de la SPL-NOA qui date de 2023. Cette ressource ponctuelle ne se reproduira pas, mais vous l'utilisez comme un amortisseur pour masquer la dérive de vos dépenses. Plutôt que d'anticiper et de rationaliser les dépenses pour préparer l'avenir, vous préférez continuer à alimenter un budget déséquilibré par des ressources qui ne seront plus disponibles demain. Et pendant ce temps, vous engagez 1,45 million d'euros d'emprunt pour financer un budget d'investissement en hausse de 32%, alors que les capacités d'autofinancement de la ville diminuent. Les dotations d'investissement et fonds divers chutent de 51% par rapport à 2024, passant de 8,14 millions d'euros à 3,95 millions d'euros. Ce choix est inquiétant, car plutôt que de modérer certains projets ou de différer certaines dépenses non urgentes, vous continuez à alourdir la dette de la commune tout en augmentant les charges de fonctionnement. D'ailleurs, nous pouvons toujours nous interroger sur le futur groupe scolaire lorsque nous voyons que 3 classes élémentaires seront supprimées à la rentrée prochaine. CF Le Ouest France de cette semaine. En 2023 et 2024, nous vous avions déjà interrogé sur le fait de refaire une prospective scolaire face à ce risque de diminution d'élèves. Plutôt que de contenir ces hausses et d'anticiper une trajectoire financière plus prudente, vous optez
pour une gestion qui expose notre commune à une fragilité budgétaire croissante. Nous assistons à une course en avant des dépenses, soutenues par des recettes fiscales artificiellement gonflées, sans réflexion stratégique sur leur maîtrise. À nouveau, ce budget manque de rigueur et d'ambition. Nous ne retrouvons pas de réelle volonté de rationalisation des dépenses, aucune stratégie pour contenir l'augmentation des charges et aucune innovation pour optimiser les ressources de la ville. Vous bénéficiez encore d'un excédent artificiellement gonflé par la liquidation de la SPL-NOA, mais une fois cette ressource épuisée, comment allez-vous équilibrer vos comptes ? En parallèle, les investissements financés par un emprunt de 1,45 million, alors même que l'autofinancement est en baisse et que certaines dépenses pourraient être différées, mieux planifiées ou peut-être même mieux arbitrées. Dans ces conditions, nous pouvons cautionner, je vais y arriver, une gestion où les choix budgétaires sont dictés par la facilité plutôt que par une réelle vision pour l'avenir de la commune. Vous prenez des décisions qui engagent l'avenir des finances locales sans anticipation, sans maîtrise et sans visibilité. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce budget 2025. En revanche, nous voterons en faveur des budgets annexes. Je vous remercie. Merci pour toutes ces réflexions. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Alors pour résumer, mais après on rentrera peut-être quand même dans les détails. On ne s'attendait pas à ce que vous votiez ce budget, c'est logique. Et après que vous nous accusiez de faire des dépenses à tort et à travers, je ne suis pas du tout d'accord. On fait avec le budget qu'on a et on applique notre politique, la politique pour laquelle on a été élu. Et donc c'est bien pour ça qu'on fait ces dépenses que vous semblez paraître inconsidérées, comme par exemple le 4e groupe scolaire. Il est vrai que 3 classes vont être fermées. Oui, ça a été annoncé dans Ouest France et c'est la réalité des choses. Mais on ne construit pas le groupe scolaire uniquement pour la population d'aujourd'hui. Un groupe scolaire, on prévoit de le construire pour les 50 années futures. Donc, comme je dis souvent, gouverner, c'est prévoir. On gouverne, donc on prévoit. Et n'oubliez pas non plus, et vous ne le dites pas dans votre exposé, que à Kerlan, à terme, dans quelques années, une dizaine ou plus, on aura 650 logements supplémentaires. Et je le redis encore une fois, c'est bien ça qui nous a poussé à construire ce 4e groupe scolaire et de le construire à l'emplacement qu'on a choisi, ou on a choisi de le construire. Donc, c'est bien pour ça qu'on fait cet investissement. Aujourd'hui, effectivement, on est dans une baisse des effectifs scolaires. Mais demain, ça va repartir. Ça redémarrera. Et si on n'a pas les moyens d'accueillir cette population, d'accueillir ces enfants qui vont arriver, je ne sais pas comment on va faire. Donc si c'est pour se retrouver encore en saturation de nos groupes scolaires, c'est pas la bonne solution, et c'est pour ça qu'on s'y engage. Quoi d'autre ? Monsieur Leroy, est-ce que vous avez d'autres... Alors oui, la piscine de la Contrie. Alors effectivement, ce n'est pas un nouveau débat. C'est effectivement, on vous a déjà donné les raisons de cette dérive. Croyez bien qu'on la déplore, cette dérive. Et on n'est pas les seuls, puisqu'on est 12 communes qui sont impactées. Alors nous, à plus grande échelle, puisque nous sommes à 25% finalement dans le budget de cette piscine de la Contrie. Nous avons engagé avec les maires et avec Philippe Bonin, le président du syndicat, des mesures qui doivent normalement, en 2025, redresser la barre. Parce que là, on part de loin. Malheureusement, on part de très loin. Comme je vous le rappelle, on avait fait dans cette piscine de la Contrie un investissement d'un bassin extérieur et il est arrivé au moment où on a eu le Covid. Et donc à ce moment-là, évidemment, on n'a pas eu les rentrées d'argent qu'on souhaitait, puisque les personnes n'ont pas pu venir, la population n'a pas pu venir à la piscine. Mais par contre, les charges, elles continuaient. Les charges de personnel, elles continuaient. Tout cela, aujourd'hui, on le paye.
On le paye malheureusement assez lourd. Après, il y a eu effectivement, vous l'avez vu comme moi dans la presse, des problèmes de santé publique. Donc on a été obligé de fermer la piscine très récemment. Il s'avère que les mesures qui ont été faites ne sont pas alarmantes du tout. Au contraire, on est largement dans les clous. Donc on cherche à comprendre pourquoi des personnels, en particulier une personne, a eu des problèmes de santé. Mais ce n'est pas lié à la pollution de la piscine. Donc voilà, donc on espère pouvoir redresser la barre cette année. En tout cas, on met tout en œuvre pour pouvoir le faire. On s'est réparti les tâches entre les différentes communes. Nous avons proposé de nous occuper de la communication par rapport à la piscine de la Contrie. Donc on était déjà au travail avec l'équipe municipale de Chartres et les autres équipes municipales pour pouvoir faire en sorte de rendre cette piscine de nouveau attirante et que les gens puissent y venir. Parce que le déficit que l'on a, c'est un déficit de fréquentation, en fait, essentiellement de fréquentation, en dehors des problèmes qu'il y a pu y avoir sur la santé du personnel, qui sont, je pense, aujourd'hui derrière nous. Donc voilà. Après, la hausse des impôts, oui, la hausse des impôts, elle a été nécessaire pour mettre en place notre programme. Ce sont des décisions que l'on assume, que l'on a prises. Vous verrez dans les prochaines délibérations qu'on ne propose pas de nouvelles hausses d'impôts cette année. Voilà. Donc, il a été nécessaire, et on a estimé, nous, nécessaire de le faire pour faire notre programme. On ne parle pas que de chiffres, nous, on parle aussi de services rendus à la population. Et donc, les besoins augmentent. Donc, nous essayons de suivre, parce que c'est vrai que nous avons aussi, comme beaucoup de nos confrères et des autres communes aujourd'hui, des difficultés à pouvoir joindre les deux bouts. Donc nous essayons quand même de développer des services publics et en tout cas de les maintenir, ce qui n'est pas toujours aussi évident que ce qu'on peut croire. Bertrand ? Monsieur Leroy. Oui, je voulais juste dire un mot sur la maîtrise des dépenses. Donc vous comparez le budget avec le réalisé de l'année dernière. Il faut comparer ce qui est comparable. On compare des budgets primitifs avec les budgets primitifs ou les comptes administratifs avec les comptes administratifs. Mais c'est un peu biaisé de comparer un budget primitif avec un compte administratif. Donc oui, on a une bonne gestion des dépenses, notamment cette année avec une hausse toute relative de ces dépenses. Donc on a fait un effort cette année justement pour ne pas trop dépenser. Monsieur le maire a parlé de la Contrie. Le syndicat de musique, comme on le sait, il y a eu un débat avec les maires et les représentants du comité pour justifier la hausse de la subvention qui aura lieu l'année prochaine. Donc c'est tout à fait normal d'augmenter cette participation. Il n'y a pas d'excédent aberrant là-dessus. Vous avez parlé du budget restauration. En effet, on a là aussi maîtrisé le budget avec une hausse relative l'année dernière et une baisse cette année. Donc au niveau de ce budget pour compenser donc la baisse des coûts de l'alimentation et surtout la bonne gestion à présent des repas, ce qui fait qu'on a pu baisser cette subvention. Vous parlez des dépenses informatiques, donc ça c'est des dépenses qui sont obligatoires. On n'a pas vraiment le choix de se mettre à jour au niveau de l'informatique, donc ça c'est pas une dépense qu'on maîtrise forcément. Et pour le reste, moi, je crois que j'ai à peu près fait le tour de vos remarques. Donc il n'y a pas à notre sens, il n'y a pas de dérive des dépenses. Au contraire, il y a une parfaite maîtrise cette année encore. Je ne sais pas qui demandait la parole en premier. Monsieur Athanase, allez-y. Bonsoir à tous. Juste pour compléter, Monsieur Leroy, vos propos, alors juste pour se remettre dans le calendrier, on est en 2025. Vous parlez du Covid, c'était en 2020, donc on parle d'il y a 5 ans. Donc on est d'accord sur la Contrie, il y a eu des effets comme dans toutes les collectivités de l'impact du Covid, mais c'était il y a juste 5 ans. Entre ce qui s'est passé pendant le Covid et aujourd'hui, il y a 5 ans de bilan de vos actions. Et c'est ce qu'on veut mettre en avant aujourd'hui sur l'aspect management de la situation de la Contrie.
quand on est effectivement participant à hauteur de 25% dans une collectivité comme la Contrie, je pense que la mairie de Bru, que vous représentez, et les citoyens que nous sommes, on a notre mot à dire sur la façon de gérer cette crise, entre guillemets. Et nous estimons de notre côté que vous ne le gérez pas de la bonne façon. C'est juste ce qu'on voulait passer comme message ce soir, sur cet aspect-là. Deuxième aspect, Monsieur Leroy, sur les aspects budget primitif ou pas, avec tout le respect que je vous dois, parce que je pense qu'il y a vraiment un travail sérieux qui a été fait et par vous et par vos équipes, ça c'est pas le sujet. On parle juste de la réalité des chiffres, ce que vivent les citoyens brusois au quotidien sur leur augmentation d'impôts aujourd'hui, par rapport aux résultats, comme vous dites, aux résultats attendus, on n'est pas au rendez-vous. Et quand on voit des augmentations qui continuent de perdurer sans les effets attendus, c'est juste une remarque que l'on fait, c'est pour ça qu'on ne vote pas le budget. Voilà, point barre. C'est pas une histoire de primitif ou pas primitif. Excusez-moi. Madame Pierre. Oui, merci. Je voudrais juste rappeler quand même qu'il y avait le contexte de l'inflation et que l'inflation continue, même si elle s'est ralentie fortement et qu'il y a des prix qu'on continue à payer beaucoup plus cher qu'il y a quelques années. On a eu aussi la crise de l'énergie qui va avec, des augmentations au niveau des coûts de personnel qu'on a choisi de faire, mais pas toutes. Il y en avait un certain nombre qui étaient obligatoires et qui continuent d'être obligatoires. On parle de la CNRACL là en ce moment. Sur la rationalisation des actions de la ville, on peut vraiment dire qu'on cherche partout à être le plus efficace possible, par exemple sur l'achat de matériel, d'acheter d'occasion si c'est possible, d'avoir des marchés publics qui sont créés au plus juste. Sur la gestion de l'énergie, c'est un sujet qui ne semblait pas être un point d'intérêt pour l'équipe précédente, mais il se trouve que nous, on s'y intéresse vraiment de façon très pointue et qu'on a réussi à vraiment maîtriser ces dépenses malgré des coûts en très forte hausse et que avec des isolations de bâtiments ou le programme de SDIE qui s'annonce, on prévoit justement un programme de rénovation, un programme d'investissement qui va permettre de maîtriser les dépenses énergétiques sur le très long terme. Et en plus, on vous le présentera sans doute prochainement, on a des programmes d'investissement dans les énergies renouvelables qui vont permettre aussi d'apporter des recettes à la ville. Donc on investit, mais pour derrière gagner sur notre fonctionnement au quotidien. Et enfin, on rationalise aussi sur l'espace public avec la gestion des espaces verts ou la gestion des déchets. Il y a un certain nombre d'actions qui sont menées au quotidien par les agents qui cherchent tous les jours à être le plus efficient possible. Donc, dire qu'on ne cherche pas à le faire, c'est faux. Monsieur Kermarek. Donc, je voudrais juste revenir un peu sur vos propos, à savoir, vous nous dites que notre budget manque de souffle, qu'il manque de projets. En fait, moi, ce que je retiens de vos propos, c'est essentiellement des propos financiers. C'est-à-dire que tout ce que vous trouvez à dire, c'est trop cher, faut pas payer d'impôts, faut pas employer de personnel, enfin, etc., etc. Voilà. Je vais quand même juste vous donner un chiffre. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, on leur fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Alors celui-là, je sais pas si on leur fait dire ce qu'on veut. En 2019, donc la fin du mandat précédent, les charges, comme vous dites, de personnel, on préfère appeler ça, même si c'est le terme officiel, les dépenses, étaient de 57,58% du budget de fonctionnement. Il est aujourd'hui, en 2024, de à peu près la même chose, et la prévision 2025, c'est 56,2%. Donc là-dessus, je ne sais pas si vous avez probablement beaucoup de choses à dire, mais en fait, est-ce qu'on peut constater qu'elles sont stables? Bon, bah vous, alors... Non, mais... on les fait malheureusement comme ça aujourd'hui. Mais alors, après, effectivement, c'est ce que je dis. Hein, vous pouvez constater. La question est que, d'une part, en plus, je vais vous dire, une bonne partie de l'augmentation, elle est réglementaire. Et encore cette année. Donc,
on peut dire que vous n'êtes pas, on est des grands dépensiers, mais le fait est là. Le fait est que, globalement, la proportion de la charge de personnel n'augmente pas. Ensuite, vous nous dites, quels seraient vos projets? Eh bien, allez, on ne fait plus l'école. Voilà. On n'a pas dit ça. Bah, c'est ce que j'ai compris, moi. Oh non. Bah, moi, c'est ce que j'ai compris. Alors peut-être on fait plus l'école. Effectivement, on se dit que pour les générations qui vont nous succéder, et on sait que, je ne sais plus si je l'ai dit ici, mais aujourd'hui, on a une ville qui vieillit. On a une ville qui a, dont la strate de population de 30 à 45 ans baisse. Et donc, en même temps, le nombre d'enfants, la population enfantine baisse. Donc, si on veut ne pas devenir une ville qui ne soit qu'une ville de seniors, il faut qu'on favorise l'implantation des jeunes et des familles. Et pour ça, eh bien, on a tout intérêt à construire, et c'est ce qui sera fait à Kernan, et c'est ce qui sera fait aussi dans les autres parties de la commune, dans le cadre de la ZAC multisite, et à construire des logements qui soient accessibles. Et c'est ce qui est en cours, ce qui doit se faire, et qui permettra de conserver une population jeune, parce qu'aujourd'hui on est encore une ville jeune, mais ça se dégrade, et d'accueillir des populations qui seront les forces vives de la commune de demain. Donc une école, particulièrement une école comme celle qui va être construite, à l'endroit où elle va être construite, avec en plus tout ce qui touche à l'amélioration de l'accueil dans la LSH, c'est quelque chose qu'il est nécessaire de faire, que vous aviez d'ailleurs envisagé de faire. Hein. C'est pas non plus. Je pense que vous auriez été à notre place, vous l'auriez faite, cette école aussi. Donc, je pense que bon, j'entends bien que vous ne votiez pas le budget. Le contraire m'y tenait. J'ai fait partie de l'opposition aussi. On a rarement voté un budget. Bon, donc, allez, jamais. Disons-le, jamais. Donc, c'est pas une surprise, quoi. Enfin voilà. Donc, je voudrais. Quand même revenir aussi un petit peu sur la piscine, parce qu'effectivement c'est un vrai souci, la piscine, hein. On n'est pas complètement aveugle. On sait bien que les dépenses qui sont liées au fonctionnement de la contrée, c'est compliqué pour nous, c'est compliqué pour d'autres. Excusez-moi, j'ai mal tapé mon mot de passe. C'est compliqué pour les autres communes, et tout le monde a ses difficultés. Il faut quand même dire. Ah, mince. Comment? Ah oui, attends. J'essaye de mettre mon mot de passe, mais c'est l'âge, probablement la mémoire. Non, parce que moi, juste par rapport à la contrée, puisque tu parlais de la contrée. Attendez. Ça y est, j'ai fini. Attendez, il n'a pas fini, je vous donnerai la parole après, s'il vous plaît. Voilà, ce que je voulais dire sur la contrée, c'est qu'effectivement, pendant de nombreuses années, on n'a pas bougé sur la participation des communes. Et si on avait simplement suivi l'inflation, je dis simplement suivi l'inflation, aujourd'hui, donc en 2024, les participations communales auraient été de 833 000 euros. Et dans la période, on aurait dégagé 1 million, un peu plus d'1 million de participation, qui aurait fait qu'aujourd'hui, on ne serait pas dans cette situation. Aujourd'hui, on a, sur le budget, on a 406 000 euros de déficit cumulé. Donc c'est lourd. Alors, on vous a donné des explications, c'est vrai, c'est qu'il y a 5 ans, mais les explications, depuis 5 ans, on n'a pas encore réussi à récupérer, on a récupéré la fréquentation d'il y a 5 ans, sauf que la fréquentation d'il y a 5 ans, c'était avec un bassin en moins. Donc, effectivement, c'est un souci, et je pense que toutes les communes sont conscientes de cette difficulté. On essaye je pense qu'on va réussir en 1 ou 2 ans
à remettre cet établissement sur les rails. Il le faut, parce qu'en plus c'est un bel établissement dont on a besoin, dont les écoles ont besoin. Et donc il va falloir il faut probablement un effort cette année, en se disant que en rétablissant un dialogue et un climat social de meilleure qualité que celui qui existe aujourd'hui, eh bien on aura pu, je me répète, hein, mais bon, je suis pas le seul, donc ça va. On aura donc une fréquentation qui repartira à la hausse. Et donc, qui fera qu'au bout de ce laps de temps, on aura a besoin de participer autant. Je vous rappelle quand même aussi que malgré l'augmentation du bois, on est dans un établissement qui est peu coûteux en énergie, et que les établissements qui chauffent l'eau au gaz, ils sont pour beaucoup bien plus en difficulté que nous. Alors effectivement, je dirais, ça tombe mal, parce que la période aujourd'hui n'est pas très favorable, mais je pense qu'il faut avoir confiance dans l'avenir pour cet équipement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, je pense, peut-être. Merci, M. Kermarek. M. Houssin, vous vouliez intervenir? Concernant la contrib, parce que là on a le sentiment qu'en fait on subit d'année en année, on ne va pas refaire l'histoire, il y avait un service de restauration, on a fait le choix de l'arrêter là aussi pour éradiquer un peu le déficit chronique. On a fait le bassin ludique pour essayer là aussi de retrouver une possibilité d'adhérents supplémentaires et de participants. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'en fait, ça peut continuer comme ça des décennies. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas se poser la bonne... Enfin, je ne dis pas que c'est une bonne question, c'est peut-être une mauvaise, mais en tout cas, c'est une question. Et je passe dans les scénarios qui ont été évoqués avec les maires. À un moment, est-ce qu'on a les moyens de cet équipement aujourd'hui? Enfin, je veux dire que quand on est dans un budget à gérer, si on n'en a plus les moyens, il y a un moment, il faudra prendre une décision. Alors, c'est peut-être violent, mais à un moment, peut-être que cette piscine n'a plus elle a sans doute sa raison d'être par rapport à l'équipement qu'elle fournit. Mais si on n'en a plus les moyens, on peut passer, dans 10 ans, on se retrouve avec 1 million de participations pour cet équipement-là. Il y a un moment, est-ce que dans les scénarios qui ont été vus avec les maires, vous êtes posé la question, interrogé en disant, peut-être que la fermeture, c'est la solution. Il faut peut-être avoir parfois le courage dans ce genre de démarche, de gestion. Parce que sinon, effectivement, on va poursuivre. Je prends un autre exemple qui est compliqué également, c'est l'école de musique. Il y a une collectivité, je ne dis pas que je partage son point de vue, mais qui a fait le choix de se retirer. Et à un moment, il y a aussi des élus qui font d'autres choix. Donc la question est posée. À un moment, la responsabilité, c'est d'accompagner, c'est de poursuivre parfois l'investissement et le fonctionnement, sauf que là, le fonctionnement d'une piscine, et en l'occurrence à Chartres, on voit bien que la difficulté, elle est prégnante, et on le remet sur la table tous les mandats. Donc, quand est-ce qu'on va s'arrêter? C'est un peu la question. Alors, pour répondre à votre question, moi, je peux en parler, puisque faisais partie des maires qui ont évoqué ces sujets. Ça a été évoqué, la fermeture, bien sûr, c'est pas l'option qu'on a prise, mais ça a été évoqué. Comme la délégation de service public. Ça a été évoqué aussi. Pour l'instant, ce n'est pas les options qu'on a choisies. Je dis bien pour l'instant. Il est évident qu'à un moment, si ça déborde, c'est sûr qu'une piscine qui déborde. Excusez-moi pour ça déborde déjà d'ailleurs. Il va falloir de toute manière se poser les bonnes questions. On en est persuadé. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on est persuadé qu'on peut retrouver un équilibre financier et même faire du bénéfice avec cet établissement. C'est ce qu'on faisait au début. On faisait des bénéfices avec cet établissement. Donc la gestion ne se posait pas. Voilà. Oui, il y a longtemps, oui, effectivement. Mais il faut qu'on retrouve, il y a 5 ans, puisque vous avez raison, le Covid, c'est il y a 5 ans. Mais le problème, c'est que ça fait 5 ans qu'on sait... La limite, c'est cette année. Non, mais est-ce que la responsabilité, c'est pas de dire on arrête jusqu'à tel taux de participation, enfin à un moment... C'est quoi la limite en euros, en disant au-delà duquel nous on n'ira pas? On est en train d'y travailler, on a demandé aux services de se parler entre eux, c'est ce qu'on a fait. Moi, notre DGS a déjà pris contact avec la DGS de Chartres et d'autres communes. C'est pas la DGS qui fixe la limite, c'est vous, évidemment que non. On leur a donné un cahier des charges. Je ne vais pas vous donner les détails aujourd'hui. On a donné un cahier des charges pour qu'ils puissent nous donner les moyens d'y réfléchir. Et c'est ce qu'on est en train de faire.
Donc ça va demander plusieurs semaines, peut-être quelques mois, mais on espère bien pouvoir redresser. Il n'y a pas de raison que cet établissement ne soit pas bénéficiaire. C'est un bel établissement, c'est un équipement qui fonctionne bien, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce qui a été écrit dans la presse, il n'est pas en mauvais état. Il y a juste effectivement une maintenance qui a été un peu abandonnée pendant quelques mois, qu'on est en train de reprendre. On est en train de remettre tout à flot pour que ça puisse fonctionner normalement et qu'on puisse faire revenir, oui, à flot encore une fois, qu'on puisse faire revenir des personnes. C'est ça qui nous manque, c'est la fréquentation. Parce que cet équipement, il est rentable s'il y a suffisamment de monde qui y vient. Voilà, donc c'est pour ça moi j'ai proposé qu'on s'occupe de la communication, marketing, tout ce que vous mettez derrière, pour qu'on puisse redonner envie aux gens de venir. Il y a quand même des gens qui la fréquentent, hein, on n'est pas à zéro, heureusement, mais c'est de ce côté-là qu'il manque du monde. Alain ? Oui, je veux rajouter quelque chose. Fermer la piscine, je dirais que c'est presque dans la même lignée que de ne pas faire l'école, quoi. C'est encore un grand projet. Sauf que fermer la piscine, ça veut dire quand même faut payer ce qu'on doit. Et on doit encore, on a un emprunt qui n'est pas terminé sur l'équipement initial, un emprunt qui a été contracté pour la piscine, pour le bassin nordique, pas ludique. Et donc ça, il faut le payer. Donc ça veut dire que si on ferme, il faudra le payer quand même. Il y a du personnel qu'il faudra soit continuer de payer, soit se répartir entre les communes. Donc c'est pas aussi facile de fermer. Et alors après, il y a aussi des perspectives quand même, parce que le premier emprunt, par exemple, il y en a encore pour 2 ans. Dans 2 ans, il va s'éteindre. Donc la charge financière sera moins importante. Comme disait Monsieur le maire, la fréquentation n'a pas augmenté. Alors on a besoin de la faire augmenter, donc il y a la communication, il fera quelque chose, mais ce qui est surtout le gros problème aujourd'hui quand même, c'est ces fermetures intempestives qui font que les gens se disent j'en ai assez, quoi, on va pas venir à la piscine et puis se dire ah ben aujourd'hui c'est fermé, où est-ce qu'on va? Donc ça je dirais que c'est le challenge le plus important à relever, c'est-à-dire qu'on ait une des ouvertures permanente et pas de fermeture comme ça, bien que on ait aussi des difficultés parce que c'est pas facile. Il y a 12 maîtres nageurs. Hein. Si on en a 1 ou 2 qui tombent malades, le remplacement n'est pas évident. Et puis il n'y a pas des maîtres nageurs à tous les coins de rue. Par contre, les fermetures intempestives, et pour moi, enfin, ce que j'en ai compris, alors on n'est pas à l'intérieur du réacteur, était quand même pour l'essentiel dû à un problème de climat social quand même. À la base, le problème, c'est quand même le climat social de cette organisation. Oui, sauf que le climat social, sauf à ce qu'on n'ait pas tout compris. Mais ça, j'en doute. Effectivement, il y a un problème de climat social, mais ce climat-là, il est lié aussi à des craintes de maladies professionnelles. Bon, oui ou non? Et c'est ce qui est au moins annoncé. Donc on fait le nécessaire aussi pour que les gens qui ont ces difficultés-là puissent se faire, comment dirais-je, accompagner par notamment le CDG pour en arriver là. On sait que si maladie professionnelle il y a, a priori, elle n'est pas due à la piscine de la Contrie, mais les gens qui sont là aujourd'hui n'ont pas été que à la Contrie. Il y en a qui ont commencé la natation à 5 ans. Hein, donc le chlore, ils en respirent depuis 40 ans, 50 ans. Donc voilà. Mais il faut aussi une grève de temps en temps, c'est très gênant pour le fonctionnement, mais un simple arrêt de maladie, quand on a deux ou 3 maîtres nageurs dans en présent, si on en a un qui n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est vrai que tout ça
c'est un challenge. Et ce challenge, on se dit qu'on a l'année pour sinon le relever, du moins commencer à le relever et pour arriver à mettre en place des... En tous les cas, il faut qu'il y ait une inflexion assez rapide. Mais la réflexion, elle y est. Hein. Enfin, je veux pas... Elle y est. On est bien d'accord. Tout le monde est inquiet. Hein. Je veux dire, et nous particulièrement, puisque particulièrement, pas forcément. On a 25%. Non, parce qu'on est le plus gros contributeur, mais également 25% de communes. On est aussi. Les autres communes, c'est normal. On est aussi. Les autres communes sont dans la même mais difficulté à budget. Bien sûr. Mais on est aussi le plus gros, entre guillemets, consommateur. Oui, mais après, est-ce que là, c'est un autre sujet, parce que les habitudes aussi ont évolué sur la pratique de natation, je ne sais pas. Ouais, après, Est-ce que ça se Il y a confirme M. Raveau qui veut parler depuis un moment, je vais lui donner la parole. Bernard. Oui, je vous remercie de la parole. Je vais reprendre les propos de Mme Loton tout à l'heure, parce que sur la façon dont vous présentez les choses, je crois que je voudrais, moi, réagir de façon... Quand vous dites que le niveau des dépenses publiques augmente, et les dépenses augmentent effectivement, vous dites que c'est pour faire peser la charge sur les habitants. Bon, effectivement, maintenant, quand on regarde ces dépenses, comment elles sont dirigées, je dirais que là, on n'a pas la même vision des choses. Parce que vous parlez d'une vision réelle pour l'avenir qu'on n'aurait pas. Moi, je crois et d'un choix de facilité. Je crois que c'est tout à fait le contraire qui est mis en place actuellement. Quand on voit les réalisations qui sont faites au service de la population, on ne va pas pointer ce qui va mal et ce qu'on l'a dit tout à l'heure, les choses pour lesquelles on a besoin effectivement de remettre de l'équilibre. Bon, la restauration, la piscine, le syndicat de musique, bien entendu. Mais si on reprend point par point tout ce qui a été fait au service de la population, le 4e groupe scolaire, effectivement, vous pointez les 3 fermetures de classes. Maintenant, regardez du côté des logements des livraisons de logements, des perspectives pour demain, des classes surchargées. On a peut-être moyen aussi de rééquilibrer quelque part des groupes scolaires pour redonner de la dimension de la qualité éducative avec des espaces dédiés comme de l'informatique. On va parler d'une bibliothèque. Les groupes scolaires qui pointent aujourd'hui à 16, 17 ou 18 classes, il y a peut-être moyen de rééquilibrer la carte scolaire. Et les inquiétudes que vous présentez par rapport effectivement, il y a baisse de population, il y a baisse de la natalité. Maintenant, l'attractivité, c'est ce qu'a dit Monsieur le maire tout à l'heure. Kierlan, on est sur une vision 2035-2005. On aura des populations, on aura du logement sur Kierlan. C'est aussi l'ambition de l'étude urbaine qui a permis de situer la ville de demain et de cette ambition qui est raisonnée et raisonnable. Et quand on parle de 600 logements à terme pour Kierlan, le moment venu, il faudra bien accueillir des élèves, des familles, pour la scolarité des enfants. Et pour avoir vécu quelque part au niveau de l'école, je crois qu'il n'y a rien de plus porteur qu'un groupe scolaire qui permet d'accueillir les élèves dans les bonnes conditions de scolarisation. Je crois que Kierlan, le groupe scolaire de Kierlan, c'est un petit peu toute cette vision d'avenir qui est faite au travers de l'étude urbaine et qui permet d'avoir une ambition et un regard sur l'avenir qu'il faut porter. Effectivement, on peut se planter. Maintenant, si on n'a pas d'ambition pour l'avenir, je crois qu'il n'y a rien de plus désespérant. Je dirais aussi, et là, c'est tout ce qui est la ville d'aujourd'hui, en termes d'investissements qui ont été faits, je crois, on parle des déplacements 12, on parle du boulevard Pasteur, on parle de le Grand Logis, la restructuration bientôt, l'aménagement de la plaine de Franck-Skemener, c'est bien pour la population. Il y a bien des équipements de jeux qui sont prévus sur l'espace Surcouf. Je crois qu'il y a véritablement une ambition pour une population, pour une ville qui doit être agréable à vivre. Et je crois que dépenser de l'argent au service de la population et payer des impôts pour des services publics dont on a tant besoin, les services publics, les 2 équipements de Kierlan, les équipements sportifs, franchement, j'avoue qu'à proximité d'une école qui va faire qui va faire la fierté de la ville de demain, je crois qu'on peut avoir cette vision de l'avenir et on peut mettre de l'argent dans tout cela pour faire du service public et puis pour permettre à la population de vivre ensemble et de venir habiter Bru. On parle aussi, je vais finir parce que la liste est longue, mais tous les budgets qui sont, toute l'ambition, ça se résume aussi, ça se voit aussi dans ce qui est fait dans les écoles.
Quand on regarde l'aménagement de Champ-l'Évêque, bientôt la perspective de l'école du Vert-Buisson sur la végétalisation des cours, ça profite à qui? C'est bien les familles qui pratiquent les écoles. Et je vous assure que quand on va à l'école, on a un petit peu de fierté de dire on a une école qui est en train de se transformer, qui se végétalise et qui donne envie de venir, qui donne envie de venir passer du temps à l'école. Je crois que la liste est longue et puis moi j'ai envie d'être optimiste et j'ai envie de dire on dépense pas de l'argent de façon à jeter l'argent par les fenêtres. On investit pour une ville qui permette d'avoir cette ambition de venir y habiter demain. Merci, M. Revaux. Alors, Madame Durand. Oui, je vais rajouter un petit mot. Oui, je suis d'accord. Vous nous critiquez tout le temps. Vous critiquez tout le temps le bilan financier, le budget de la ville. En fait, effectivement, on a une politique. Elle est sans doute peut-être pas exactement la même, mais on développe, on essaye de développer le bien vivre ensemble. On développe le fait de se sentir bien dans la ville, de mettre en place des projets, de lancer de développer. Vous n'étiez pas non plus pour le centre social qui permet à des gens de se rencontrer. On comprend que vous ne votiez pas le budget, c'est peut-être normal, je ne sais pas. Mais je n'ai pas envie que vous laissiez croire qu'on dilapide l'argent de la ville et qu'on prend l'argent aux Brusois. En fait, on développe des services publics, on développe du bien vivre ensemble. Et quand on voit ce qui se passe actuellement au niveau politique mondial, eh bien, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à développer justement des choses qui permettent aux gens de se sentir bien dans la ville, de se sentir, d'avoir des lieux où ils puissent se retrouver, où ils puissent vivre des choses. Et voilà, je ne trouve pas qu'on dilapide l'argent, parce que si on dilapidait l'argent, je pense qu'on serait déjà bien en dessous du budget tel qu'il vous est présenté ce soir. Voilà. Merci. La parole a été demandée par monsieur... Non. Ah, d'accord. Avec plaisir. Merci, monsieur Athanase. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Ouais. Je voulais juste apporter un éclairage sur le budget restauration. Donc, Madame Loton, vous soulignez le déficit du budget. Alors, je rappelle, comme chaque année, que le budget est construit de cette manière-là, que le déficit correspond à une contribution du budget général au budget restauration, qui correspond donc à des recettes qui ne sont pas perçues par la ville, qui ne sont pas demandées, parce que c'est une subvention qui est faite aux familles. Donc réduire ce déficit, ça voudrait dire soit changer complètement la nature du service, soit demander des recettes supplémentaires aux familles, donc réduire les subventions. J'aimerais comprendre précisément quel est votre point sur ce point, sur ce sujet du déficit. Et je voudrais juste préciser, parce que monsieur Leroy en a parlé, mais comme on est sur le sujet restauration, le rappeler, le travail qui a été fait, remercier la direction de l'éducation et le service restauration sur le travail qui a été fait sur le pilotage de gestion avec l'appui du service finance. Voilà, le coût denrées, donc entre 2023 et 2024, a baissé de 13%, donc ce qui nous permet d'atténuer le choc de l'inflation. Ce qui est important quand même à prendre en compte sur un budget comme celui-là, avec les coûts des denrées et le coût de l'énergie. C'est un des services qui est le plus directement impacté. Donc on arrive à maîtriser les dépenses malgré un contexte qui est difficile. Et ça a été mené avec un travail très détaillé, alors que l'équipe est en plein renouvellement. Donc là, je tiens à saluer le travail qui a été mené pour maîtriser ces coûts. Monsieur Athanase. Juste pour répondre, parce que monsieur Revaux évoquait quelques contre-vérités, vous inquiétez pas, on est très optimiste également. On n'est pas du tout des gens négatifs ni pessimistes, loin de là. Toute l'équipe que je représente en parlant à l'instant où je vous parle. Néanmoins, on n'est pas en phase avec votre budget. Oui, effectivement, parce que sur les solutions apportées, pour rester optimiste, on peut avoir différentes façons de dépenser l'argent des citoyens. Notre divergence, elle vient de là. Le fait, vous parlez de groupe scolaire, je vous rappelle que, et Dieu sait si vous nous avez critiqué, on avait lancé le groupe scolaire avant que vous arriviez aux affaires. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus, sur le fait que le groupe scolaire était nécessaire dans le futur. Après, divergence sur l'endroit, sur la façon de le financer, acheter un terrain ou pas acheter un terrain, on avait des visions différentes. Mais sur le fait de faire un groupe scolaire, je ne pense pas que vous ayez entendu la minorité que nous sommes, majorité précédente, avoir dénié ce sujet. Donc nous faire un procès aujourd'hui en nous disant « vous ne voulez pas de groupe scolaire » comme je l'ai entendu Alain Carmaret, c'est un peu résumé, un peu sobre, voire même un peu réducteur.
mais c'est pas bien grave. De la même façon, quand vous dites est-ce qu'on décompte la subvention sur l'accompagnement des repas, bien sûr que non. Le tout, c'est de le faire de manière raisonnée dans une économie qui est celle d'aujourd'hui, de 2025, où effectivement, aujourd'hui, les collectivités sont sous contrainte, y compris la ville de Bru, parce que le contexte général fait que le budget global de l'État et des collectivités est sous contrainte. Par contre, on peut essayer de trouver des solutions pour minimiser l'impact. C'est juste ce qu'on demande, nous, et ce qu'on ne voit pas dans votre budget. C'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc effectivement, à un moment donné, l'arbitrage de se dire est-ce que l'accompagnement est au bon niveau ou pas, oui, il faut se poser la question. Mais c'est une question à laquelle on doit répondre par un débat que nous, on ne sent pas dans votre équipe. Donc c'est toujours plus, ou pas moins. C'est tout. En l'occurrence, sur le budget restauration, comme je vous l'ai dit, oui, travaille sur les coûts de denrées. Global, on ne voit pas en euros, parce qu'effectivement, on peut s'affronter à coup de pourcentage. Moi, vous savez, après, mes courses, je ne les fais pas en pourcentage, je les fais en euros. Et tout le monde est pareil. Hein. Donc, c'est juste ce qu'on veut mettre en avant. Mais quand on parle de budget primitif aussi dans un contexte... J'ai l'impression qu'on dénie une réalité. Mais non, pas du tout. Mais le budget se construit dans un contexte d'inflation. Et l'inflation aujourd'hui, pour finir, parce que j'entends effectivement des commentaires sur le coût de l'énergie, intéressez-vous à ce qui se passe dans le monde du coût de l'énergie depuis au moins 6 mois. Oui, juste. 6 mois. Et là, il faut dire les vrais chiffres. OK. Juste pour information. Madame Pierre. Non, mais juste, on a des contrats qui courent sur des durées fixes, et donc on s'adapte à ces coûts-là. Et on a réussi à baisser le coût de l'énergie, malgré le fait que le prix unitaire était resté le même pour la ville. Donc, c'est bien la preuve. Je ne maîtrise pas grand-chose, mais il y a quelques sujets que je maîtrise un petit peu. On pourra en reparler en off si vous voulez. Il y a pas de... non, mais il n'y a pas de sujet sur le fait qu'on continuait à payer plus cher en coût unitaire et que pour autant, on a bien fait baisser les quantités d'énergie que l'on utilise. On fait le maximum pour pouvoir baisser justement ces chiffres-là, parce qu'on sait bien que malheureusement l'énergie coûte de plus en plus cher, même si ça a baissé, on est d'accord, ça a baissé, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on est tributaire de ces marchés et on fait ce qu'on peut au maximum pour économiser de l'argent. C'est bien pour ça qu'on refait aussi l'hôtel de ville. Monsieur Lafont. Bonsoir. Je vais dire comme vous, je vais rester optimiste, mais pour pouvoir manager, pour pouvoir prévoir à long terme, c'est une politique globale. Et aujourd'hui, vous nous donnez des leçons de politique globale sur certaines choses. Et je crois qu'avec ce qu'on voit actuellement mondialement, sur l'instabilité mondiale, il faut peut-être que nos collectivités aussi prennent en main et prennent en cœur l'aide à la population, aussi bien les personnes âgées, les jeunes, à leur donner un espoir de vie, une vision globale de la vie, parce que sinon, on va faire que du curatif à courir après, et on le voit aujourd'hui, malheureusement, si on ne garde pas la cohésion sociale, nos certaines cohésions de démocratie européenne, eh ben, on en a tous les jours, malheureusement, des faits qui nous prouvent qu'il faut qu'on reste soudés, solidaires entre nous. On peut opposer, dire que les citoyens trouvent qu'ils ont des dépenses. On a tous des budgets, ils sont contraints. Mais peut-être l'éducation, la culture pour nos enfants, la natation pour nos enfants, parce qu'on nous dit la sécurité en mer quand ils vont nager, eh ben, il faut peut-être prévoir les dépenses sur certains services publics et pas d'autres. Merci, Monsieur Lafont. Madame Chevalier. Oui, merci. On entend quand même beaucoup que, effectivement, vous ne souhaitez pas que la ville dépense pour ses habitants. Vous nous faisiez remarquer, une augmentation régulière des impôts tout au long du mandat, et que, en contrepartie, vous ne voyez pas de choses nouvelles. Alors, en l'occurrence, il vous a été rappelé ce soir qu'il y avait quand même pas mal de choses nouvelles à être apparues pendant ce mandat. Je ne suis pas convaincue qu'il faille les lister de nouveau. Et surtout, dites-vous bien que rien n'a disparu, malgré un contexte économique qui était effectivement et qui reste d'ailleurs, fragile. On a entendu ce soir également que si les charges de personnel avaient évolué, c'était en partie pour des causes réglementaires. Mais c'est aussi un choix que l'on a fait, un choix politique, et que l'on assume.
tous ensemble, puisque nous avons souhaité accompagner en fait nos agents du mieux possible et reconnaître leur engagement. Et ça passe évidemment par la rémunération. Donc nous avons pu, à 2 reprises pendant ce mandat, en fait, rehausser le RIFSEP. Et cette année, nous voyons, depuis le 1er janvier, du coup, l'impact également d'un choix que nous avons fait ensemble en 2024, à savoir la prise en charge de 25 € par mois brut par agent pour couvrir les frais de prévoyance. Mais nous n'avons pas fait que ça, et vous nous le faisiez remarquer, nous avons aussi créé des postes. Ces postes, ils servent à quoi, à votre avis? Ils servent forcément à accompagner le développement de la ville. Nous avons fait des choix notamment d'investissement, et ces choix, ils ne peuvent pas uniquement se faire de façon isolée. Quand on achète un équipement sportif, forcément qu'il faut ensuite derrière l'entretenir, il faut le nettoyer. Quand on créer un espace végétalisé, derrière, il faut là aussi l'entretenir. Il faut des agents pour ça. Ça ne se fait pas tout seul. Et dans notre idée, en fait, on n'a pas particulièrement envie non plus d'exploser ce que nous, on considère comme une richesse, c'est-à-dire le service public. Il faut qu'il soit internalisé. Il faut qu'on ait des gens qui aient la compétence en interne dans notre collectivité. On n'a pas envie, en fait, de demander à une entreprise d'intervenir et de payer plus cher un service que l'on pourrait avoir de qualité au sein même de nos équipes. Alors voilà, effectivement, encore une fois, c'est l'exemple de ce qui nous oppose. Nous n'avons pas la même vision, mais je ne crois pas qu'il y ait grand monde autour de cette table à être étonné de la situation. Merci. Monsieur Hussin. Pardon. Je souhaitais revenir sur les inondations qu'a vécu la ville de Bru. Au-delà des dégâts matériels et des difficultés rencontrées par de nombreux Brugeois, c'est avant tout un élan de solidarité et de mobilisation exceptionnelle que nous avons pu observer sur le terrain. Nous tenons à saluer le travail remarquable des services municipaux qui ont été en première ligne dès les premiers instants de ces intempéries. Les agents mobilisés ont su réagir avec efficacité et disponibilité, qu'il s'agisse d'intervenir pour protéger les biens, sécuriser les voiries, assister les habitants sinistrés ou assurer la continuité des services de notre ville. Leur engagement a été total, leur présence sans relâche. Les agents mobilisés de notre commune n'ont pas compté leurs heures pour venir en aide à la population. Au moment où nous évoquons le budget, les ressources humaines et l'implication de nos agents municipaux, et en présence des responsables de services ici présents, nous souhaitons vous faire une suggestion. Nous vous proposons que soit étudié le versement d'une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés lors de ces inondations. Une telle mesure serait non seulement une reconnaissance légitime de leur engagement, mais aussi un signal fort de la part de la ville, affirmant que leur dévouement n'est ni invisible ni acquis et mérite une reconnaissance exceptionnelle. Cette prime serait un acte de reconnaissance cohérent en lien avec les valeurs du service public que nous défendons tous ici. Monsieur le maire, nous souhaiterions que cet effort exceptionnel soit justement récompensé et que vous puissiez proposer une délibération sur ce point au prochain conseil municipal. Je vous remercie pour ces remerciements. Je m'y joins d'ailleurs, tout à fait, parce qu'on a vécu ça de l'intérieur. Nous aussi, parce que les agents étaient sur le terrain, mais les élus de la majorité, en tout cas, y étaient aussi. C'est vrai que ceux de la minorité, on ne les a pas vus beaucoup. Nous étions présents, nous avons aussi participé, et je suis d'accord qu'effectivement, une récompense puisse être attribuée aux agents qui ont donné de leur personne, qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour pouvoir effectivement faire en sorte que ça se passe au mieux pour la population et pour les biens et pour leurs biens. Donc je retiens cette proposition et on en discutera, on en débattra entre nous. J'en profite également pour remercier bien sûr les services pour avoir préparé ce budget. Donc vous l'avez fait, mais je me joins aussi à votre sollicitude par rapport au travail fourni. Et donc je remercie beaucoup tous les directeurs des services qui sont présents ce soir pour tout le travail effectué toute l'année, parce que c'est un travail de qualité, c'est un travail de longue haleine. Et je dois dire que nous avons la chance d'avoir des services qui sont très compétents et très motivés en énergie. Monsieur Boutin, vous vouliez faire une déclaration ?
Oui, je suis désolé d'intervenir après les remerciements au service. Oui, excusez-moi, je vous avais oublié, M. Boutin. Je voulais juste en rajouter une petite louche, pas sur des éléments, je dirais, méthodologiques. Ça fait plusieurs fois que, effectivement, dans vos critiques, soit le rapport d'orientation budgétaire, soit encore ce soir, vous nous parlez de dépenses incontrôlées, etc. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Et surtout, il y a une formule qui m'a écorché un peu l'oreille, c'est la rationalisation des dépenses. Non pas que je sois contre la rationalisation des dépenses, pas du tout. Il faut vraiment, quand on gère une ville, il faut que les dépenses soient rationnelles. Mais ça fait appel à une notion qui, dans notre pays, a fait des dégâts depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, qui s'appelle la rationalisation des choix budgétaires. Et la rationalisation des choix budgétaires, si on l'applique à une mairie, dans les dimensions où elle a pu être appliquée, par exemple à l'hôpital, par exemple à l'éducation nationale, eh bien, on a abouti à des catastrophes. Et moi, je ne voudrais pas qu'on aboutisse à des catastrophes. À l'hôpital, ça donne quoi, la rationalisation des choix budgétaires? Ça donne un manque criant de personnel et de capacité au niveau des urgences. Et dans les urgences liées à la maternité, ça donne des résultats catastrophiques qui sont qu'on a une hausse de la mortalité néonatale. Et ça veut dire ça, la rationalité des choix budgétaires, quand ça devient une obsession de réduire les dépenses. On ne peut pas, à tout crin, répéter sans cesse, il faut réduire les dépenses en prétendant que c'est l'alpha et l'oméga d'une politique publique. C'est suicidaire. Et en ce moment, par exemple, quand vous prenez le département d'Ille-et-Vilaine qui établit le fait qu'il va avoir zéro capacité d'investissement, zéro, parce que ses frais de fonctionnement avec ses obligations et son incapacité et son manque d'autonomie financière vont le conduire à ne pas pouvoir investir, eh bien ça c'est dramatique. Si c'est ça la rationalité des choix budgétaires, je suis désolé, je suis contre. Et je suis contre le fait de rappeler sans cesse des chiffres de façon à assommer les gens en début de séance, les gens qui vont avoir accès au compte-rendu de ce conseil municipal. Parce que quand on dit qu'on compare les dépenses 2024-2025 et qu'on cite des chiffres comme 9% ou 7% de charges réelles en plus, je suis désolé, moi j'ai pris quelques chiffres, j'ai pris le temps de les comparer, et je regarde par exemple les charges personnelles en hausse, qui est d'une de vos interventions régulières. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, quand on dit de rationaliser un certain nombre de choses, qu'est-ce qu'on va pouvoir rationaliser dans les hausses des dépenses de personnel? Parce que franchement, avec tous les efforts qu'on fait, je ne sais pas où est-ce qu'on va gratter. En fait, on a quoi d'une année sur l'autre? On a 2,31% de valeur nominale en plus. Nominale. Pas réelle, nominale. Et quand on enlève l'inflation, on a quoi? On a 0,31% d'augmentation. Autrement dit, une feuille de papier à cigarette dans un budget qui dépasse les 11 millions. C'est ridicule. Et avec ça, on a essayé de faire quoi? Et on a réussi à faire quoi? On a réussi à augmenter, grâce au RIFSEP, la rémunération nette, nette, pas brute, nette des salariés. On a réussi à continuer à gérer le glissement à vieillesse-travail. On a réussi aussi à faire des promotions. On a réussi aussi à faire des embauches avec 0,31% d'augmentation réelle. Si ça, c'est pas de la bonne gestion, je ne sais pas ce que c'est que la bonne gestion. Et puis on pourrait aussi citer d'autres chiffres, parce que vous nous assommez sans cesse avec la hausse, etc. Ben oui, la hausse des impôts. Évidemment, quand une ville se développe et qu'on a sur les dernières années une moyenne de progression démographique d'environ 1,4%, il faut bien qu'il y ait des dépenses qui augmentent aussi. Et dans l'espace actuel qui est de diminution ou bien stagnation des différentes indemnités qui était prévu par l'État, il faut bien qu'on puisse développer un minimum d'autonomie fiscale. Eh bien, cette autonomie fiscale, ça se traduit comment? En fait, non pas toujours en valeur nominale, 2,98%. Ah, d'une année sur l'autre, oui, ça fait beaucoup. Mais non, on enlève l'inflation, et ça fait quoi? Eh bien, ça fait moins de 1% de hausse fiscale, avec une hausse de la population qui est supérieure à 1%. Autrement dit, là aussi, quand on compare des chiffres précis, eh bien, franchement, on n'a pas à avoir honte de notre gestion budgétaire. Merci, M. Boutin. Madame Leton.
Oui, je voudrais juste revenir sur tous les propos qui sont venus entre comparer les chiffres de la réalité 2024 et le budget proposé pour 2025. Je vous invite à regarder les chiffres de près. Et je rappelle que quand on construit un budget prévisionnel, eh bien, pourquoi on attend le mois de mars pour le présenter? C'est parce qu'on attend bien les résultats de 2024 pour pouvoir le construire aussi. Donc voilà, c'était simplement ce que je voulais rajouter. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, on va peut-être passer au vote. Donc je vous propose de voter séparément les 3 budgets. Donc pour ce qui concerne le budget principal, est-ce qu'il y a des oppositions? Budget principal, 7 oppositions. Est-ce qu'il y a des abstentions? Pas d'abstention. Donc le budget est voté moins 7 votes contre. Pour ce qui concerne le budget restauration, est-ce qu'il y a des oppositions? Pas d'opposition. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc le budget restauration est voté à l'unanimité. Et pour ce qui concerne le budget de la ZEDA de l'Éperon, est-ce qu'il y a des oppositions? Pas d'opposition. Des abstentions? Je n'en vois pas. Donc le budget de la ZEDA de l'Éperon est voté à l'unanimité. Je vous en remercie. Ah oui, donc on me rappelle qu'il faut effectivement voter les engagements à hauteur de 100 000 euros, c'est ça? Autorisation d'engagement pour pouvoir assurer les dépenses. Non, c'est ça. Donc est-ce qu'il y a des oppositions à cette autorisation d'engagement? Pas d'opposition. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc l'autorisation est votée à l'unanimité. On passe au vote des taux d'imposition 2025. Monsieur Leroy. Oui, donc là, ça concerne un vote obligatoire qui nous est imposé par le Code général des impôts, qui consiste à revoter chaque année les taux d'imposition, taxes sur le foncier bâti, foncier non bâti et taxes d'habitation. Donc on propose cette année de ne pas augmenter ces taux d'imposition et de garder les taux de 45,34% pour le foncier bâti, 48,19% pour le non bâti et de 18,26% pour la taxe d'habitation. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce vote des taux d'imposition? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Finance toujours l'octroi de la garantie à certains créanciers de l'agence France Locale 2025. Monsieur Leroy. Oui, donc là, comme l'année dernière, l'année précédente, depuis qu'on est inscrit à la FL, on a obligation de signer chaque année cette autorisation de garantie de créance à hauteur donc des engagements qu'on prendrait en 2025. Donc, vous avez reçu l'annexe en copie de cette délibération. Donc je vous demanderai de bien vouloir décider que la garantie de la ville de Brou est octroyée dans les conditions suivant ce document 2016-1, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les engagements de garantie pris par la ville de Brou et d'autoriser monsieur le maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de cette délibération. Merci monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Abstention 3, 4. Monsieur Houssin? Abstention 7, abstention. Donc la proposition est votée, moins 7 abstentions. La proposition suivante concerne les créances éteintes. Monsieur Leroy. Oui, donc là, c'est le Centre de finances publiques de Guichen qui nous a adressé un montant pour les créances éteintes au titre de la commune cette année, donc pour des dossiers de surendettement. Je vous demanderai de bien vouloir constater l'extinction de ces créances pour un montant de 4 012,14 € et d'acter la dépense pour un montant de 4 012,14 € et de la mandater au compte 6542 créances éteintes. Merci, monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des oppositions, des questions, par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. La prochaine délibération concerne cette fois-ci les créances admises en non-valeur. Monsieur Leroy.
Oui, de la même façon, hein, le centre de Guichen nous a aussi adressé des créances admises en non-valeur pour un montant de 4 734,03 €. Donc je vous demanderai de constater cette extinction et d'acter la dépense pour le compte 6541, créances admises en non-valeur. Merci, Monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Finance toujours, lancement d'une procédure en vue de l'attribution d'une concession de services relative à la mise à disposition, l'installation, la pose, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de mobilier urbain d'information. Monsieur Leroy. Oui, merci. Le titre est un peu long, mais oui. Je vais essayer de faire court. Donc la consultation lancée par la ville de Pru a pour objet de confier un contrat de concession de services au sens de la 3e partie du Code de la commande publique, l'exploitation du service de mobilier urbain publicitaire et non publicitaire sur son territoire. Le concessionnaire aura pour principale responsabilité la mise à disposition, l'installation, la pose, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de mobilier urbain d'information à caractère général ou local supportant de la publicité sur son territoire communal. Donc à l'heure actuelle, la commune de Bru dispose de 30 panneaux de 2 mètres carrés, double face dédiée à l'affichage municipal et publicitaire. Elle possède par ailleurs 10 panneaux d'affichage libre lui appartenant. Pour rappel, la ville a signé en 2004 un contrat avec la société APIC, devenue Abri Service en juillet 2011, pour une durée totale de 15 ans. Le contrat a donc pris fin en 2019. Et suite à la fusion-absorption du prestataire initial par l'entreprise JCDecaux en 2020, un protocole d'accord transactionnel entre la ville et JCDecaux a été signé en novembre 2021, ayant pour objet d'acter le changement de prestataire suite à la fusion de l'entreprise Abri Service et d'encadrer l'intervention de JCDecaux sur le territoire dont le cadre contractuel est expiré et dans la perspective d'une prochaine contractualisation. Le contrat d'une durée, donc le contrat à venir d'une durée de 10 ans, portera sur un périmètre matériel élargi de 40 panneaux de 2 mètres carrés double face dédiés à l'affichage municipal et publicitaire, soit 10 de plus qu'aujourd'hui, afin de couvrir les quartiers actuellement dépourvus et de ce fait développer la communication institutionnelle de la ville. Une colonne d'affichage culturel afin de mettre en avant les événements organisés sur le territoire de la commune et 10 panneaux d'affichage libre en complément de ceux appartenant à la ville. Ce contrat portera sur les prestations suivantes, donc la mise à disposition, l'installation, l'entretien du mobilier urbain, publicitaire et non publicitaire, l'exploitation des faces publicitaires, impression, pose, dépose d'affiches publicitaires, l'exploitation des faces non publicitaires, pose, dépose d'affiches de communication externe. Je vous demanderai... Non, je ne vous demanderai rien, en fait, je vous informe du lancement de la procédure de passation du contrat de concession de service relative à la mise à disposition, l'installation, la pose, l'entretien, la maintenance, l'exploitation de mobilier urbain d'information à caractère général ou local supportant la publicité à titre accessoire, les caractéristiques des prestations à réaliser telles que décrites dans la note de synthèse qui était en annexe de cette délibération et de ce que la procédure de consultation se déroulera dans le respect des règles législatives et réglementaires en vigueur. Donc il n'y a pas de vote, c'est juste informatif. Merci. Est-ce qu'il y a des questions néanmoins? Oui, monsieur Desgaret. Oui, bonsoir. Ça correspond aux panneaux, ce qu'on appelle les panneaux sucettes, là, qui sont disposés régulièrement sur la ville, c'est ça? Ou c'est les panneaux comme il y en a un qui est en train d'être posé, un panneau publicitaire au niveau du rond-point de Non, c'est vraiment les panneaux double face qui sont fixes, qui sont à différents endroits, donc à une trentaine d'endroits là pour l'heure actuelle, et qui viendront donc être renouvelés et complétés par de nouveau. C'est pas le panneau publicitaire qui est en train d'être posé auprès de Monsieur Bricolage? Non. Panneau publicitaire. Non, le panneau publicitaire qui est en train d'être posé au niveau de Monsieur Bricolage, il est sur du domaine privé, pour le coup. Non. Ou en tout cas... Non, il n'est pas sur le domaine privé, il est sur la parcelle où il y a les moutons. Et cette parcelle en éco-pâturage, elle est sur le domaine public. Oui. Donc le rond-point... Donc ça veut dire qu'il y a eu une autorisation du service Urba d'installer un panneau publicitaire à cet endroit-là. Mais c'est un panneau publicitaire et pas d'affichage... Et c'est un 4x3, il me semble. Mobile urbain. Non, il n'est pas si grand que ça, mais... Non, on ne peut pas, du fait du RLP. Ouais. Ils ont dû remplacer un équipement existant, justement, à cet endroit-là, pour qu'il colle avec la réglementation. Il était plus grand avant, celui qui était là.
On vérifiera. On va se renseigner. On vérifiera. Hein. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la délibération suivante. Donc là, c'est l'exonération de la TLPE pour les faces de dispositifs publicitaires exploités en vertu d'une concession de mobilier urbain qui est liée à la précédente information. Oui, très exactement. En effet, donc jusque-là, on avait ce mobilier urbain qui était soumis à la TLPE et donc on a décidé donc de changer cette taxe par occupation du domaine public. Donc pour le prochain contrat, donc on peut évidemment pas taxer deux fois le même dispositif. Donc on dispense de TLPE les futurs affichages de cette concession. Là, il y a un vote, par contre. Là, il y a un vote. Bien. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui est demandé dans le vote? Bien, je vous demanderai de bien vouloir exonérer de la taxe sur la publicité extérieure les mobiliers urbains d'affichage exploités en vertu du futur contrat de concession de service et d'autoriser Monsieur le maire à engager tous les actes et les procédures nécessaires à l'application de la présente décision. Merci. Il y a des questions? Pas de questions? Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors là, on est sur les travaux de construction d'écoles primaires d'un ALSH, c'est une espèce de restauration, le lot 5. Monsieur Leroy. Oui, donc concernant ces travaux-là, donc la commission d'appel d'offres s'est réunie le 11 septembre 2024 pour attribuer les 22 lots du marché. Et par délibération numéro 15 donc de septembre 2024, le conseil municipal a autorisé monsieur le maire à signer les marchés pour les 22 lots, mais dans le cadre de la notification et après demande des documents signés et attestations auprès de l'entreprise Jarno donc concernant le lot 5. Celle-ci nous indique ne pas souhaiter donner suite donc l'entreprise attributaire faisant défaut. Il est proposé de retenir l'entreprise donc arrivée numéro 2 sur ce lot, à savoir l'entreprise Axima Concept, pour un montant donc un peu supérieur à 32 549,79 €. Donc je vous demanderai de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer le marché de travaux pour le lot numéro 5 avec cette entreprise qui s'appelle Couverture Sèche. Merci monsieur Leroy. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Pardon? Vous y êtes pour rien? Non, vous ne voulez pas faire de déclaration là? Du tout. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Donc on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est donc adoptée à l'unanimité. Nous allons passer maintenant à la vie associative. Et il va être question des subventions pour les associations pour 2025. Je passe la parole à monsieur Kamarek. Non, maintenant. Il s'agit comme tous les ans de l'attribution des subventions aux différentes associations, que les subventions de fonctionnement et subventions exceptionnelles pour un montant de 200, où est-ce que c'est marqué ça, 267 000 € plus 16 280 000 € environ. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui vote? Monsieur Houssa? Non, tu fais tout le descriptif de toutes les subventions? Non? Non, on l'a reçu. D'accord, ok. Vous l'avez eu dans le... Oui. D'accord, donc je ne le voyais pas affiché. Donc, je vais faire une petite déclaration, si c'est possible. Oui, si vous voulez, oui. Voilà. Je souhaite avec cette délibération réaffirmer avec force notre attachement et notre soutien indéfectible au monde associatif brugeois, véritable moteur du dynamisme local et du vivre ensemble. Les associations jouent un rôle essentiel dans notre société en offrant des espaces de solidarité, d'échange et d'engagement citoyen. À ce titre, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude envers l'ensemble des bénévoles qui, avec passion, dévouement et enthousiasme, consacrent leur temps et leur énergie au service des autres. Leur engagement désintéressé est une richesse inestimable pour notre ville. Et il est de notre responsabilité collective de valoriser et d'encourager cette générosité du cœur. Les associations doivent être soutenues et accompagnées par la collectivité afin de garantir leur pérennité et de renforcer leur modèle économique. Leur action, largement reconnue pour son utilité sociale, mérite un appui constant, tant sur le plan matériel que financier, afin qu'elles puissent poursuivre leur mission dans les meilleures conditions possibles. Nous constatons, une fois de plus, que votre position à l'égard de l'Association des Scouts d'Europe demeure inchangée.
En effet, ces derniers ne figurent toujours pas parmi les bénéficiaires des attributions de subventions. Vous maintenez un choix politique dans ce domaine que nous ne partageons pas. Je m'associe aux remerciements et aux félicitations que vous faites évidemment aux bénévoles de toutes les associations. On est bien d'accord qu'il faut des subventions, la municipalité est là pour soutenir toutes ces associations qui font le lien social. J'ai l'occasion de le dire à chaque assemblée générale à laquelle j'assiste et à laquelle nous assistons en général, puisque je ne suis pas forcément présent à toutes les assemblées générales, mais en tout cas, à chaque assemblée générale, l'un d'entre nous ou l'une d'entre nous l'affirme. Je vous remercie. On passe au vote. Monsieur Kermarek. Juste un petit mot sur la dernière remarque. Je voudrais juste dire que, indépendamment de la position qu'on peut avoir, et qui ne sont pas les mêmes pour ce qui nous concerne, il faut savoir que les Scouts d'Europe n'ont pas fait de demande de subvention normale, et que la seule subvention qu'ils ont faite, c'est une subvention exceptionnelle pour la participation à un jeu qu'ils organisent en interne. Voilà. Merci. On passe au vote. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, les subventions sont votées à l'unanimité. Je vous en remercie. La délibération suivante concerne le personnel et l'indemnité de gardiennage de l'église Saint-Martin de Bru. Madame Chevalier. Merci. Donc, comme chaque année, nous versons une indemnité aux gardiens de l'église communale. Celle-ci est fixée en fonction du point d'indice qui, comme vous le savez, a évolué en 2024. Ainsi, je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à verser l'indemnité de gardiennage dans la limite du plafond de 503,42 € aux gardiens de l'église de Bru au titre de l'année 2024 et de signer tous les actes s'y afférents. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La proposition est adoptée à l'unanimité. Personnel toujours, suppression et création de postes et modification du tableau des effectifs. Madame Chevalier. Oui, merci. Il est question du coup par cette délibération de permettre la mise à jour du tableau des effectifs de la ville et de lancer le recrutement pour le remplacement d'agents partis ou sur le départ. Ce soir, cela concerne 2 postes au sein du Grand Logis, un poste de régisseur adjoint et un poste de gestionnaire administratif et financier. Vous retrouvez le détail dans la délibération. Ainsi, je vous demanderai de bien vouloir adopter les propositions de Monsieur le maire, modifier le tableau des emplois et inscrire au budget les crédits correspondants. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, toujours le personnel. Il s'agit de la protection sociale complémentaire des agents et pour la couverture du risque santé. Madame Chevalier. Merci. Comme vous le savez, donc nous avons l'obligation de mettre en place une protection sociale complémentaire, et ce depuis 2022. Ça doit couvrir 2 risques, le risque santé et le risque prévoyance. Pour le risque prévoyance, comme nous l'évoquions tout à l'heure, nous avons pris cet engagement en 2024 et ça a effet là aujourd'hui, à partir donc du 1er janvier 2025. Pour information d'ailleurs, ça touche un peu plus de 160 agents de la collectivité qui ont décidé de souscrire à cette prévoyance. Et sur ce chiffre, sur ce nombre d'agents, un peu plus de 50 ont opté pour la première fois en fait, à cette couverture. Donc c'est j'ai envie de dire l'objectif est atteint. C'est une belle réussite que l'on peut célébrer ensemble. Voilà, donc maintenant il s'agit de travailler le versant santé qui lui deviendra obligatoire à partir du 1er janvier 2026. Et dans ce cadre, le CDG, comme pour la prévoyance, nous propose de nous associer pour rechercher un contrat. Et au terme de cette recherche, nous aurons toujours le choix, nous, collectivités, d'opter soit pour le contrat, la convention de participation avec le CDG, soit pour une labellisation. Dans le décret, il est notifié que la participation au risque santé doit être
d'un minimum de 15 € brut mensuels et par agent. Donc ça fera aussi l'objet de discussions en cours d'année et nous verrons ensemble quelles décisions nous prenons sur ce sujet. Donc je vous demanderai de bien vouloir, dans l'attente, retenir la procédure de la convention de participation qui sera donc menée par le CDG, d'accorder une participation aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public et droit privé dans l'effectif qui adhéreront à terme au contrat collectif d'assurance si toutefois nous allons vers cette solution, et de fixer le niveau de participation comme suit, à savoir aujourd'hui 15 € brut mensuels par agent. Et d'autoriser Monsieur le maire à effectuer tout acte en découlant, et notamment le lancement de la consultation par appel public à concurrence prévu dans les termes du décret, et d'inscrire les crédits nécessaires au budget. Merci Madame Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. C'était la dernière délibération du Conseil de ce soir, donc je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.